Et si ta maison était le miroir de ton corps et le messager de ton énergie? Aujourd'hui, je reçois Elodie Wery, maman d'une tribu de 5 enfants, dont 3 nés en 2 ans. Chercheuse de sens, exploratrice du minimalisme et passeuse d'étoiles. Convaincue depuis toujours qu'une bonne étoile veille au-dessus de sa tête, elle suit le fil de sa mission. Vivre, comprendre, transmettre et nous aider à oser. Après un burn-out du salariat, une maternité intense et des tensions familiales, Elodie découvre que le désencombrement et l'organisation de sa maison peuvent agir comme un véritable outil de régulation émotionnelle, en faisant recirculer l'énergie et en reconnectant le corps à l'habitat. Cette révélation éclaire tout. Moins d'objets, moins de stress, plus de vie et d'espace pour l'essentiel. Mais le chemin n'a pas été linéaire. La construction de sa maison minimaliste, la tanière, l'a plongée dans la dépression et de gros doutes financiers, jusqu'au voyage de 5 mois autour du monde et à une reconnexion spirituelle intense, culminant avec la rencontre d'un tatoueur chaman en Polynésie, qui lui ouvre la voie pour devenir cartomancienne. Comment notre maison reflète-t-elle notre corps et nos émotions? Comment le désencombrement peut-il nous libérer et nous aligner? Et comment repérer les signes que notre vie nous envoie quand nous sommes désalignés? Reste jusqu'à la fin de l'épisode, Elodie partagera son conseil essentiel pour commencer à transformer ta maison et ton énergie. Tu peux suivre Deep Bloom Podcast sur Instagram et Facebook et retrouve tous les épisodes sur YouTube, Deezer, Apple Podcast et Spotify. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un commentaire ou quelques étoiles. Bienvenue dans cette conversation qui pourrait bien changer ton regard sur ta maison, ton corps et ta vie. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour Elodie, comment tu vas? Christine, très bien, merci. Merci d'être là. Tu es une femme aux multiples facettes et casquettes. D'abord à la tête d'une tribu de 4 enfants que tu accompagnes avec une attention rare. Home organizer, entrepreneur, autrice, formatrice, cartomancienne, mais surtout passeuse. Tu structures, tu guides, tu transmets et tu sais mettre en lumière les dons de chacun, notamment ceux de tes enfants, comme on voit sur ta page Instagram. Ce qui se dégage avant tout de ton parcours, c'est la force du collectif, je trouve. Tes projets te dépassent, ils sont ceux de ta tribu, pensés et portés ensemble. Ce qui m'inspire profondément chez toi, c'est ta connexion au vivant et ta manière d'habiter le monde autrement, avec cohérence, liberté. Et grâce à toi, je me suis sentie décomplexée d'être une slasheuse multipassionnée. Je te suis depuis 2020, comme je t'ai expliqué. Ta méthode m'a accompagnée dans une période assez difficile. Vraiment de grandes traversées, c'était une levée d'amnésie traumatique et à ce moment-là, structurer l'extérieur, faire le tri, me délester du passé, c'était essentiel pour pouvoir tenir de l'intérieur. Aujourd'hui, j'aimerais explorer avec toi comment l'ordre, la spiritualité et l'ancrage dans le vivant peuvent coexister, dialoguer et se nourrir mutuellement. Est-ce que tu veux en dire un peu plus sur toi? Oh, ben déjà merci, c'est tellement rare et en même temps agréable d'entendre un retour comme ça, extérieur. Évidemment, moi, je ne me perçois pas de cette même manière. Je vois un peu comme tout le monde toutes mes erreurs, mes défauts, Oui. mon mauvais caractère, parce qu'il y a aussi évidemment de ça. Donc merci d'avoir pris le temps d'écrire tout ça, c'est très agréable. J'aime beaucoup le fait que tu mettes en avant la famille, les enfants, parce qu'effectivement c'est ce qui est le plus important pour moi, mais je peux concevoir que ça ne soit pas le cas de toutes les femmes et de toutes les mères. Il faut pas culpabiliser par rapport à ça. Mais c'est vrai que moi, c'était mon projet de vie. Si on m'avait demandé il y a quelques années ce que je veux absolument réussir dans ta vie, c'était ma famille. Donc c'est pas facile tous les jours. Bien sûr qu'on a aussi des difficultés, surtout avec 3 ados maintenant sur 4. C'est challengeant. Ça modifie aussi pas mal mon rôle à moi, ma place, les besoins qu'ils ont, qui ont évolué. Mais néanmoins, quand je prends un peu de temps comme aujourd'hui pour reprendre du recul sur le parcours, je suis heureuse de voir que ça tient la route, même dans un monde où il y a plus grand chose qui tient. Donc voilà, ça me fait plaisir que tu insistes là-dessus parce que c'est effectivement, tu l'as bien compris, le centre de ma vie. Mmh. Et je t'avais demandé aussi de prendre un jeu de cartes ou un tarot et de tirer une carte avec l'intention pour ce podcast et celles et ceux qui nous écoutent.
Je vois que tu as déjà ça en main. Ouh, bah merveilleux. Alors, juste pour les auditeurs, j'utilise un tarot qui n'est pas un tarot de Marseille. C'est le tarot de Rider-Waite-Smith. Celui-ci, c'est le This Might Earth Tarot. Il en existe plein, bien sûr. C'est vraiment très à la mode aujourd'hui d'utiliser les cartes. Moi, c'est quelque chose qui me suit depuis ma plus tendre enfance. Et donc, la carte qui est sortie pour nous aujourd'hui, alors, je ne sais pas si on saura la montrer d'une manière ou d'une autre, mais je vais vous la On va la décrire. prendre en photo. Oui, on peut la prendre en photo. Elle s'appelle l'étoile. Donc l'étoile déjà, c'est une arcane majeure. Dans le tarot, il y a les arcanes majeures, les arcanes mineures. Donc majeures, elles portent bien leur nom. Elles ont, on va dire, un impact plus grand. Elles parlent vraiment de quelque chose de plus important, de plus essentiel. On voit une dame qui est assise au sol, qui a un fil entre les mains, un fil qui relie en fait son corps, son cœur à une étoile qui brille très fort dans le ciel. Et cette carte de l'étoile, elle rappelle en fait à tout le monde qu'on a une bonne étoile au-dessus de notre tête. Cette bonne étoile, on peut la convoquer, le, la questionner, lui demander de l'aide, qu'elle est là, qu'il suffit en fait de tirer sur le fil, comme la carte le montre, pour pouvoir actionner l'aide au niveau du divin. Alors on l'appelle comme on veut, hein, les mondes invisibles en tout cas, dans lesquels se cachent entre autres nos guides. Et qu'il faut jamais oublier qu'on a une mission, quelque chose à réaliser sur la Terre, et qu'on peut se faire accompagner tout au long de notre vie de ces guides qui sont là pour nous réaligner quand on se désaligne, parce qu'on est nombreuses et nombreux à se désaligner. C'est normal, ça fait partie de ce qu'on a à vivre en termes d'incarnation physique. Donc voilà, petit rappel aujourd'hui à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent qu'on a une bonne étoile au-dessus de notre tête et qu'on peut l'appeler quand c'est nécessaire. Oui, et c'est de demander simplement, il n'y a pas besoin de grands rituels pour s'y connecter et demander de l'aide finalement à cette bonne étoile. À la spiritualité, il y a rien de plus simple en fait. On a tendance à la complexifier, à vouloir la méthodo, comment dire, la rendre méthodique. En réalité, on est tous des êtres spirituels et on peut tous se connecter à ça. Il suffit de le vouloir en fait, d'en avoir l'intention. J'aime beaucoup aussi cette carte parce que ça fait résonance par rapport à mon propre parcours. Moi, je suis convaincue, mais depuis toute petite, que cette bonne étoile, elle est vraiment au-dessus de ma tête et que je suis protégée et accompagnée. Donc, déjà, j'ai vécu dans mon enfance des situations où j'ai été en danger, où j'ai vraiment l'impression d'avoir été épargnée ou mise de côté, ou qu'on m'a évité en fait des situations compliquées. Donc ça, je l'ai toujours relié personnellement à mes anges gardiens. Alors de nouveau, on les appelle comme on veut, mes guides, enfin ces entités là qui sont là pour m'aider. Et puis j'ai toujours été convaincue que j'aurais un destin hors du commun. Et ça, oui, c'est quelque chose que je me répète encore aujourd'hui. Hein. Régulièrement, je me lève en me disant, il va m'arriver quelque chose de dingue, quelque chose de fou. Quelque chose. J'ai toujours eu l'impression d'être habitée par un brin de folie et que ce brin de folie allait m'amener des rencontres, des situations, des expériences, comment dire, un peu, oui, hors norme. Hein. Bon, bah, qu'est-ce que la norme? On pourrait se questionner, mais ce qui me semblait être hors norme, pour pouvoir les partager avec les autres. Et ça a toujours été dans cette intention-là. C'était pas juste les vivre pour moi, même si c'est plutôt kiffant, hein, comme style de vie, mais vraiment dans le but de, si tu le vis et que tu peux l'expliquer aux autres, après, bah, tu vas les entraîner avec toi dans cette dynamique. Et ça, c'est vraiment ma mission de vie. C'est en tout cas celle qui est le plus ressortie ces dernières années, à laquelle je me raccroche quand je me demande si je dois vraiment faire ce que je dois faire. C'est que tu vas, par cette action, permettre aux autres de les inspirer, de les pousser à oser, sortir de cette zone de confort qui est inconfortable. Voilà, c'est vraiment... et cette bonne étoile, en fait, elle veut dire tout ça pour moi. Ça se ressent très fort, hein, qu'il y a besoin de transmettre de ton côté et que tu as un peu un éclaireur, je trouve, de nouvelles manières de vivre et de fonctionner. Et ça a commencé par le home organizing, alors, j'imagine. Est-ce que tu veux un peu expliquer comment t'es tombée dans cette marmite? Oui, c'est vraiment ça. Alors, j'ai démarré mon approche du home organizing après la naissance de mes 3 premiers enfants. Donc, dans notre parcours, c'était déjà un peu atypique. On a commencé par des jumeaux. Hein, je ne fais jamais rien comme les autres. Ça, c'était la première entrée en matière dans la maternité, même si je suis pas la seule à avoir des jumeaux. Là, vraiment, je m'y attendais pas. Oui, et vous étiez jeune en plus, hein? Oui, j'avais 24 ans. Ouais, 24 ans. Ouais. On était déjà en couple, Thibaut et moi, depuis plusieurs années. Hein. Je l'ai rencontré quand j'avais 16 ans et lui 19.
2019, donc on avait déjà eu le temps de vivre toutes sortes de choses. J'avais déjà fini mes études, on travaillait déjà tous les deux, on habitait déjà dans notre première maison, notre premier achat immobilier qui a été le début de toute une série après. Et puis voilà, la vie m'a fait le cadeau d'avoir 2 enfants plutôt qu'un. Et 15 mois après leur naissance, alors qu'on m'avait diagnostiqué stérile, puisque les jumeaux sont arrivés après un parcours PMA, Aurélien est arrivé. Et donc j'ai eu 3 enfants en l'espace de 2 ans, puisqu'ils sont nés à 2 ans et une semaine Ouf. d'intervalle. Ça aussi, c'était un peu atypique, bien sûr. Rares sont les gens qui rassemblent les enfants comme ça. Et puis surtout, ce n'est pas possible d'avoir 3 enfants en 2 ans sans avoir eu une paire de jumeaux, si on fait bien le calcul. Donc, c'était déjà un peu hors norme. Je me souviens qu'à l'époque, je disais à mes copines, vous voyez, on est un peu comme dans un jeu vidéo. Moi, en fait, je suis passée tout de suite à l'étape 5 sans avoir entraîné, sans m'être entraînée sur les premières steps du jeu vidéo. Donc, en fait, j'étais débordée par définition depuis le début. Le fait qu'ils soient arrivés tous les deux, le fait qu'ils soient arrivés prématurés. Capucine a eu des gros problèmes pendant sa première année et a dû être suivie pendant plusieurs années encore après par rapport à des problèmes pulmonaires. Le fait qu'Aurélien arrive spontanément sous pilule après, enfin c'était aussi encore un truc un peu étrange. Oui, 3 petits très rapprochés, ça m'a entraînée bien sûr dans une aventure un peu folle. Et cette aventure un peu folle, en fait, elle m'a menée à arrêter de travailler pour 2 raisons. Capucine était très fragile et donc ne pouvait pas aller en crèche. Donc du coup, ses frères non plus, pour ne pas ramener les microbes systématiquement de l'extérieur. Donc je me suis retrouvée maman au foyer avec les 3 enfants en bas âge. La deuxième raison, c'est que très vite, j'ai compris que j'étais pas du tout faite pour le monde du travail comme on l'entend. Moi, je me souviens d'avoir une fois lu l'origine du mot travail qui était torture et je me suis dit, mais c'est exactement ça. Je vivais ma relation au travail comme une véritable torture. C'est un traumatisme, hein, je peux le dire aujourd'hui. J'ai été traumatisée par le monde du travail à peine 25 ans. Je me demandais comment j'allais faire pour travailler dans un monde comme celui-là qui était tellement éloigné de ma nature, de mes valeurs, de mon mode de fonctionnement. Donc tout ça m'a amené à me dire pourquoi payer 3 crèches, c'était un bras, hein, ça nous coûtait plusieurs centaines d'euros par mois, alors que je pourrais m'arrêter le temps qu'ils rentrent à l'école tous les 3 et que je m'occupe d'eux. Et donc, je me suis rendu compte à ce moment-là, en étant 24 heures sur 24 dans ma propre maison avec mes enfants, avec évidemment un salaire en moins, on était quand même passé de 2 salaires à temps plein pour 2 à 1 salaire à temps plein pour 5. Donc, évidemment, la proportion, ils pouvaient pas gagner plus que ce qu'ils gagnaient. On démarrait notre carrière tous les deux, donc on était tout en bas de l'échelle, on va dire salariale. Et donc là aussi, je me suis dit, ok, ma maison c'est ingérable, je me sens pas bien dans cette maison, il y a trop de jouets, trop de vêtements. Évidemment, quand on travaille et qu'on a des enfants, on est très vite dépassé en fait, ne fût-ce que par le linge. Les enfants grandissent très très vite. Alors moi j'avais 3 tailles différentes, enfin c'était une histoire pas possible, beaucoup de jouets, j'avais reçu beaucoup de choses aussi évidemment avec les naissances qui s'étaient suivies, hein. On fait une liste de naissances, on reçoit des cadeaux aux anniversaires, enfin, tout le monde connaît ça. Et donc je me suis dit mais je vais vider la maison, ma petite maison. C'était une toute petite maison. D'ailleurs, on est revenu à une petite maison par la suite, mais à ce moment-là, elle nous semblait trop petite, donc c'est très drôle. Parce que elle est aujourd'hui plus petite qu'elle n'était à l'époque. Mais elle me semblait très petite et très étroite, et donc il fallait que je la vide. Et donc, je me suis rendu compte, que ça me faisait un bien fou, à moi d'abord, de pratiquer le désencombrement. Donc, l'action, les petites missions que je me donnais, allez, c'était au début, je faisais ça par tranche de 10, 15, 20 minutes, hein. Après, j'ai pu faire des tranches plus longues, mais quand on a 3 enfants en bas âge, on est tout le temps interrompu. Donc, je m'offrais ce petit temps à la place de lire un livre, à la place d'ouvrir un magazine, à la place de regarder une série. Je me mettais à ranger des petites parties de ma maison. Ça me faisait du bien. Je me rendais compte aussi que la tension familiale baissait. Idem, hein, les enfants, ça crie, ça fait du bruit. La tension dans notre couple aussi, parce que c'est où est-ce que tu as mis ça? Tiens, j'ai plus de linge à portée de main. Va me chercher des lingettes. Enfin, ça peut très vite, sembler désagréable et tendu de vivre dans une maison encombrée. Donc je me rendais compte des impacts aussi au niveau du couple et de la famille. Et puis je récupérais de l'argent. Et donc très vite, j'ai compris qu'il y avait derrière le home organizing aussi toute une démarche éco-responsable et économique qui avait pour but de revendre tout ce qui ne nous servait plus. Bon, après, je parle de ça il y a plus de 15 ans. Hein. Donc il faut aussi revenir 15 ans en arrière. Vinted n'existait pas, Marketplace n'existait pas. Moi, j'ai encore fait à l'époque des brocantes. Il y avait énormément de brocantes. Tout se faisait en direct. Il n'y avait pas les applications comme aujourd'hui.
Et donc, je revendais et je rachetais ce dont j'avais besoin par rapport à l'âge des enfants qui évoluait. Et ça me permettait au final de vivre bien alors que notre budget avait réduit de moitié. Et ça, c'était vraiment une révélation pour moi de me dire, en fait, on peut vivre très bien avec beaucoup moins d'objets parce que rien ne me manquait. J'ai jamais regretté d'avoir né quelque chose. Et puis surtout, on peut vivre en gagnant moins, ce qui veut dire que je ne suis plus obligée de reprendre une activité dans le système classique du travail en tant qu'employé pour obtenir un salaire fixe minimum tous les mois, parce que finalement, je suis restée 2 ans et demi à vivre à 5 sur un seul salaire. Et bon, alors évidemment, il n'y a pas d'extra, on ne part pas en voyage. Voilà, j'avais un budget, je me souviens, qui était très, très serré, mais qui tenait la route et on ne manquait de rien. Les enfants ne manquaient de rien. Et moi, surtout, j'avais retrouvé vraiment un équilibre et un état d'esprit beaucoup plus positif. Tout le monde était beaucoup plus détendu en réalité. Donc voilà, et c'est ce qui m'a permis au final de me dire, alors je ne reprends pas comme employé, je vais tenter autre chose, le parcours parallèle qui est le parcours d'indépendant. Et quand Aurélien avait, quand il est rentré à l'école, même un peu avant, parce que j'ai encore des vidéos, d'ailleurs on avait été suivis par des journalistes et il était encore à la crèche, donc vers 18 mois, 2 ans, j'ai lancé mon activité et je ne suis plus jamais retournée dans le monde du travail classique. Voilà. C'est super comme parcours et je me dis oui, est-ce que ça n'a pas justement un effet sur la régulation du système nerveux en fait, ces actions de désencombrer, de trier comme tu C'est certain. C'est certain. D'ailleurs, on a souvent dit avec les home organizers en rigolant qu'on devrait être remboursé par la sécurité sociale. Mais c'est vrai, Ouais. c'est incroyable. Je veux dire, c'est plus efficace qu'une séance de psychothérapie, c'est plus efficace qu'une médiation de couple. Pourquoi? Parce qu'en fait, on travaille avec son corps dans la matière. Et c'est un peu ce que je reproche, enfin ce que je reproche, en tout cas moi, pour l'avoir vécu. J'ai déjà consulté des psychologues, bien sûr, des coachs, etc. C'est que ça reste toujours très mental et que ça ne passe pas par le corps. Or là, dans le home organizing, c'est nos mains, c'est notre corps qui se met en mouvement pour désencombrer. Et puis surtout, on sent la circulation des énergies. C'est comme ça que ça va aller très vite, évidemment, à la spiritualité c'est comme si on rouvrait, en fait, des circuits énergétiques à l'intérieur de nous et tout circule mieux. Notre pensée, notre corps fonctionne mieux, notre mental aussi, on a les idées plus claires. Donc, ça a vraiment de multiples vertus. Mais il faut savoir que quand j'ai démarré le home organizing, je n'avais absolument pas conscience de la magie qui se cachait derrière le home organizing. Pour moi, ce n'était que une pratique. D'ailleurs, je me souviens l'avoir vendu comme ça à l'époque à mon mari en lui disant, je vais pouvoir faire enfin autre chose avec quelque chose avec mes mains et plus avec ma tête. Parce que moi, je suis une intellectuelle, j'adore la lecture, j'adore écrire, j'ai toujours été très bonne élève, j'aurais pu faire des études ad vitam aeternam. Voilà, je fais partie de ces gens qui ont un cerveau qui fonctionne bien et qui aiment utiliser son intellect pour fonctionner dans la vie. Et mon intellect était épuisé avec 3 enfants en 2 ans. J'étais clairement en surcharge mentale. Idem, le mot surcharge mentale est arrivé plus tard. Donc, pour aujourd'hui, ce sont des mots qu'on utilise beaucoup. Mais moi, je me souviens que quand j'ai découvert au journal télévisé une dame qui, pour la première fois, écrivait un livre en français sur la surcharge mentale, j'ai oublié le titre de ce livre, mais ça m'avait marqué. J'étais figée devant le journal parlé. Les réseaux sociaux n'existaient pas comme aujourd'hui non plus, donc il n'y avait pas tout ce brassage d'informations sur le développement personnel. Et j'ai pleuré comme une madeleine en me disant « Ah, je ne suis pas seule, voilà quelqu'un qui vit ce que je vis. » Donc j'étais en surcharge mentale, donc j'avais besoin de réactiver un autre corps énergétique, le corps physique, pour pouvoir vider ma tête. Et c'est la première étape en fait du démarrage du home organizing, c'était ça. Mais très vite, je me suis rendu compte que en fait, c'était bien plus psychologique que tout ce que j'aurais pu imaginer. Et c'est comme ça que par la suite, j'ai écrit ma méthode pour accompagner les gens dans le désencombrement avec l'étude de tous les profils types pour que les gens comprennent que derrière l'encombrement, il y avait des causes extérieures, bien sûr, un déménagement qui s'est mal passé, un héritage ou 2 héritages par exemple successifs, ça fait tout de suite beaucoup de choses à gérer, un problème de santé, que ce soit un problème physique ou mental, l'arrivée d'enfants comme dans notre cas très rapproché, tout ça c'est des choses qu'on ne maîtrise pas vraiment, qui nous arrivent et avec lesquelles on doit composer. Mais il y a aussi toute la composante psychologique, c'est-à-dire son mode de fonctionnement, son rapport aux objets, les croyances limitantes qu'on peut avoir aussi par rapport aux objets, toutes les peurs, les angoisses
on garde aussi des générations précédentes. Et c'est là que je me suis dit, waouh, en fait, j'ai mon pied sur un truc beaucoup plus intéressant que tout ce que j'aurais pu imaginer. Et le petit clin d'œil, c'est que j'ai étudié la communication à l'IEX, c'est une haute école à Bruxelles qui forme principalement les journalistes. Moi, j'avais fait l'option relations publiques, donc tout ce qui était vraiment déjà communication. Bah, je m'en suis servi, bien sûr, pour développer mes activités. Mais j'avais eu un gros regret de ne pas avoir choisi une optique plus sociétale, la sociologie, l'étude de la société. Et en fait, cette étude, je l'ai menée pendant 15 ans en tant que home organizer. Voilà. Et donc, c'est ça qui est magique. C'est que en rentrant dans l'intimité des habitats des gens que j'ai accompagnés sur le terrain, en parlant aussi beaucoup avec des gens en conférence. Enfin, j'ai eu des heures et des heures et des heures d'échanges passionnantes avec les gens, toujours sur ce sujet du désencombrement. J'ai compris qu'en fait, il y avait vraiment d'abord quelque chose de très culturel, mais aussi quelque chose de très psychologique, et que donc c'était surtout là-dessus qu'il fallait travailler. On avait levé les blocages psychologiques, en fait, le reste venait plus spontanément. Et puis la suite de mon histoire, c'est que j'ai beaucoup voyagé, entre autres un grand voyage l'année passée. Et c'est aussi quand on bouge notre point de vue, quand on sort de notre société européenne, qui n'est qu'une toute petite partie de ce qui existe dans le monde, on se rend compte que le rapport aux objets, il est vraiment très fort lié à notre mode de vie ici, mais n'est pas du tout le même ailleurs dans le monde. Et ça aussi, je trouve que ça permet de prendre de la hauteur. Moi, j'ai vu des gens qui avaient bien moins de confort que nous, mais qui semblaient beaucoup plus heureux et beaucoup plus épanouis que nous, qui n'étaient pas toujours dans l'attente, qui n'étaient pas toujours dans la recherche d'avoir plus, qui n'étaient pas toujours dans le travail, dans le besoin de contrôle financier. On se met une pression dans notre culture qui n'est pas du tout la même pression ailleurs, et cette pression est essentiellement lié à notre besoin de confort matériel. Pas que, mais en tout cas, dans le cas du home organizing, c'était ça que je ciblais. Voilà, donc c'est vraiment tout un monde qui s'est ouvert, mais au départ, ça a commencé, d'ailleurs, comme tous les gens qui font appel au home organizer, par j'en peux plus du bazar qu'il y a chez moi. Et puis hop, on est dedans, et puis on se rend compte qu'il y a quelque chose derrière. C'est ça, je vois ça comme un rituel de passage, je trouve, passage de ces grands moments de vie quand on met le pied dedans. Et, euh, et je pense aussi que oui, on peut toujours garder ce confort, même en désencombrant et en étant dans du minimalisme. Et je trouve ça super intéressant, toute cette déconstruction que tu as fait par rapport autour du boulot, autour d'une vie plutôt normale, où on accumule des objets, où finalement on n'a plus le temps de vivre chez soi non plus, où on construit des annexes. Ça m'avait aussi beaucoup marqué et ça m'a vraiment aidé à choisir ma maison, à ne plus vouloir une maison grande avec des annexes et plein de pièces et plein de chambres. En fait, non. Si on désencombre, on n'a plus besoin de tout ça et d'autant de place, d'espace pour vivre et on vit très bien. C'est vrai, t'as vraiment arrivé. Oui, t'as un cheminé pour déconstruire tout ça, jusqu'à une vie minimaliste finalement. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Tout à fait. Donc, quand j'ai découvert le home organizing, on habitait donc dans une petite maison qui était notre premier achat immobilier, dans laquelle on est resté 7 ans. On a beaucoup aménagé cette maison qui était vraiment un taudis quand on l'a achetée et puis qu'on a revendu en faisant une belle plus-value parce qu'on l'avait bien rentabilisé. Et de là, en fait, a démarré notre processus d'ailleurs en tant qu'investisseur immobilier, qui est une autre casquette de notre activité, puisque c'est cette maison qui a permis de faire le premier point de bascule et de nous permettre d'aller vers autre chose. Et à ce moment-là, on avait 3 enfants de 3 ans et demi, 3 ans et demi, 1 an et demi. Et donc, on avait des besoins qui n'étaient pas les mêmes que 3 ans précédemment et qui ne sont pas les besoins qu'on a aujourd'hui, parce que 3 petits, bah, ça a besoin de place pour bouger, ça a besoin de place pour jouer, ça a besoin d'un jardin pour sortir. Et donc, nous, on était vraiment très en demande de ça. Et on a eu l'occasion un peu incroyable. Là aussi, ça m'a beaucoup ouvert à la psychologie, mais je voulais plutôt dire à la spiritualité, au fait que les maisons nous appellent et qu'il y a vraiment un lien beaucoup plus fort que ce qu'on croit entre les maisons, les habitants, les habitants, les habitats. D'ailleurs, j'ai créé un modèle après qui explique comment la maison nous parle au travers de l'encombrement par rapport à des problématiques physiques et donc à des choses qu'on n'aurait pas réglées à l'intérieur de soi. Voilà, ça c'est tout le lien, ce que j'appelle mon corps, ma maison, comment mon corps me parle au travers de ma maison et inversement. Et ça a été la première rencontre un peu folle avec
avec cet habitat où on est resté 11 ans. C'était une vieille ferme qui avait plusieurs centaines d'années. Donc moi, je suis très, comme beaucoup de Belges, mais très, très attachée aux vieilles pierres. J'étais convaincue que ça allait être la maison de toute notre vie. On y a mis tout notre temps, toute notre énergie, tout notre cœur, mais vraiment, cette maison s'appelle Le Fenil. Et on n'aurait jamais cru qu'un jour on allait quitter cet endroit. Mais la vie en a décidé autrement. Pourquoi? Parce que dans notre cheminement, on a augmenté notre niveau de vie. En fait, spontanément, mes activités ont démarré, elles ont bien fonctionné. J'ai vécu un véritable succès au niveau des formations, puis par la suite au niveau de mes ventes de formations en ligne. Tout ça, en fait, nous a emmené plus haut que ce qu'on aurait pu imaginer, dans un autre palier de revenus et du coup de confort de vie. Alors, on a été malin, on a investi ce qu'on gagnait dans l'achat de biens immobiliers, la plupart du temps des ruines qu'on a ensuite rénovées, qu'on a transformées en maisons, en appartements, etc. On a investi dans des habitats légers qu'on avait installés sur le terrain. Donc tout ça, ça a été, on va dire, les 10 années de notre vie les plus intenses en termes d'entrepreneuriat. Mais on savait qu'à un moment donné, cette étape ne serait pas éternelle et que on le faisait pour pouvoir à un moment donné se libérer. Et ce qui a été le déclencheur chez nous de libération réelle, on avait toujours cette vision de la liberté financière qui en fait est là depuis le début de notre couple. Donc quand on s'est rencontrés, Thibaut m'a dit à 40 ans, je ne travaillerai plus, j'aurai atteint la liberté financière. Je ne ferai plus que des choses qui me plaisent, je ne travaillerai plus pour un patron, je ne travaillerai plus pour gagner de l'argent, je travaillerai parce que c'est un choix dans un secteur qui me plaira et à mon rythme, à moi, en fonction de ce que j'ai envie et de ce que je peux donner. Et donc, il m'a entraîné là-dedans. Moi, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup réfléchi. C'est la raison pour laquelle on a investi dans l'immobilier, en espérant à un moment donné pouvoir se libérer. Et je disais, le point de bascule pour cette liberté financière, ça a été l'acquisition d'une maison sur laquelle il y avait la maison était vendue avec un terrain. La maison, on l'a très vite rénovée, on l'a louée, puis on l'a vendue. Mais il y avait ce terrain qui était là, qu'on avait donc pour rien, puisque on avait déjà rentabilisé l'achat de la maison et la rénovation en revendant la maison. Et moi, ça faisait des années que je disais à Thibaut, j'ai envie qu'on parte vers un habitat plus petit. On avait déjà commencé un peu nos voyages. À ce moment-là, on voyageait pas mal, plusieurs périodes d'un mois avec les 4 enfants, et on se rendait compte de ce besoin de liberté, de mouvement. On se rendait compte que notre vie, elle ne pouvait pas se faire qu'ici, qu'il y avait d'autres choses à aller découvrir derrière. On a beaucoup parlé aussi de s'installer ailleurs, d'acheter un bien à l'étranger. Il y avait toute cette démarche qui nous challengeait. Et puis moi, j'avais eu très très peur au moment du Covid, pas pour ma santé, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais par rapport à comment la société avait fonctionné, réagi, comment l'État avait pris des décisions sur notre quotidien, comment certaines personnes étaient rentrées comme ça dans ces décisions sans prendre le recul nécessaire, le temps de la réflexion. Et j'ai vraiment eu peur en fait du monde dans lequel mes enfants allaient grandir. Ça a vraiment été une peur profonde, à me réveiller la nuit, à me dire il faut que je me prépare en fait à partir si à un moment donné ça part en vrille. Il faut que je sois la plus légère possible pour embarquer juste le nécessaire, les enfants sous le bras et partir nous mettre en sécurité. Bon, alors c'était certainement un peu abusif, mais c'est comme ça que je le vivais à ce moment-là. Et donc j'ai poussé pour que Thibaut accepte de faire quelque chose de ce terrain et qu'on construise cet habitat de forme arrondie qu'on avait déjà en tête, pour lesquels on avait déjà fait 2 ans de recherche avec une société qui avait faillite pendant le Covid d'ailleurs, mais qui était spécialisée dans ce qu'elles appelaient les cotwood, donc les petites maisons en bois, les cottages en bois. Et donc le plus marrant, c'est que on est revenu, je me souviens le 1er janvier de notre voyage au ski, on était parti 1 mois avec les enfants et en revenant, on reçoit un courrier qui nous dit qu'on a notre permis octroyé pour la construction de cette fameuse maison, 2, que la société avec laquelle on voulait travailler faisait faillite. Et donc on a eu les 2 informations en même temps. Bizarre. Et c'est ce jour-là que Thibaut a dit OK, si c'est comme ça, c'est le destin, c'est moi qui vais la construire. Wow. Et là, je me suis dit non, tu vas pas faire ça. Je vais construire notre maison. Et donc bon voilà, ça c'était une nouvelle étape. Elle a mis 9 mois la tanière à être montée, parce qu'elle est vraiment montée intégralement en bois. Et en fait, au fur et à mesure de la construction de la tanière, je sentais que je prenais de plus en plus de distance avec le Fenil. Je comparais en fait ma vie, et si je reste dans le Fenil ou si je vais dans la tanière.
Quelle est la différence entre les deux? Dans le Fenil, bon, on avait un crédit qui n'était pas énorme, mais qui était quand même beaucoup plus lourd que celui qui correspondait à la tanière. Donc, ça nous obligeait à continuer à mettre des grosses sommes tous les mois pour le remboursement du crédit. Même si on avait commencé tôt, etc., ça restait quand même lourd. On le sait bien, hein, les crédits immobiliers, c'est ce qui plombe le plus notre budget. C'était une très vieille maison qu'on avait beaucoup aménagée, mais qui restait un puits énergétique sans fin. Au niveau de mazout, par exemple, on avait déjà amélioré, bien sûr, l'isolation, on avait déjà mis 2 poêles à pellets, on avait trouvé d'autres sources de chaleur, mais ça restait quand même plusieurs milliers d'euros de mazout chaque année. C'est une maison dans laquelle il y avait un énorme terrain, donc qui demandait beaucoup d'entretien. Donc, soit on payait quelqu'un pour nous aider dans l'entretien, parce que au printemps, c'était la jungle, soit on prenait du temps, mais tout ce temps, on ne pouvait du coup pas le mettre dans le travail, donc on ne pouvait pas gagner notre vie. Donc, on était tout le temps entre qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on paye quelqu'un ou est-ce qu'on le fait nous-mêmes? Mais si on le fait nous-mêmes, on peut pas travailler. Quand on est indépendant, on était indépendants tous les deux, notre temps, c'est l'argent. Nos journées de travail occupées sur le terrain étaient des journées perdues financièrement. Donc, on devait faire le calcul. Et donc, petit à petit, ça a été tout un cheminement. Au départ, Thibaut était complètement opposé à l'idée de vivre dans cette maison. Pour lui, c'était inconcevable de lâcher notre Fenil qui était, en fait, le symbole de notre réussite dans sa tête. D'ailleurs, il en a beaucoup parlé dans d'autres podcasts où il dit vraiment ça de manière très, très honnête. Il dit c'était une maison qui pour moi asseyait mon identité, qui j'étais, comment j'avais réussi, etc. Et donc, il a fallu plus de temps que moi pour déconstruire ce rapport à l'habitat et à qui on est par rapport à notre maison. Et moi, très vite, j'ai dit, on va vivre dans la tanière, on va vivre dans la tanière. Hors de question, mais ça a été 9 mois de chamaillerie comme ça, tous les deux. Et puis finalement, on a terminé la tanière en février. Il y avait les congés, non pas en février, à la Toussaint, au moment de la Toussaint, et on n'allait pas la louer. Donc, on n'était toujours pas d'accord. Donc, ok, on allait transformer cette tanière en gîte. On allait louer le gîte. Et puis, bah voilà, ça allait être une activité supplémentaire dans tout le panel de nos activités d'indépendants. Mais il m'a dit, c'est quand même trop con. Elle est terminée, on va pas la louer tout de suite. Si on passait le congé de Toussaint dans notre propre maison de vacances, en quelque sorte, qui est à 2 rues du Fenil, hein, même quartier. Et donc, on a vraiment, c'était très, très drôle. J'ai une image de ça. On est tous les 6 dans la voiture. On a fait un petit sac comme si on partait en vacances. On a pris le chien, les croquettes, un peu de réserve dans le frigo. Voilà, on a éteint toutes les lampes au Fenil et hop, on descend en voiture à la tanière où on s'installe. Et en fait, le lendemain, après une seule nuit seulement dans la maison, Thibaut m'a dit, c'est dingue, je pensais pas du tout un jour te dire ça. Limite, je suis gênée parce que je t'ai cassé les pieds pendant 9 mois. Et en fait, je me sens hyper bien ici. J'ai aucune envie de remonter au Fenil. Waouh. Moi, ok. Bon, je m'étais pas préparée à ça. Et puis on a demandé l'avis aux enfants. On a vécu ces 2 semaines dans la tanière et on s'est dit waouh, il fait tout le temps chaud. C'est hyper agréable. Il y a qu'un poêle à pellets qui chauffe la tanière. On se sentait mais vraiment en sécurité. Même Thibaut a dit les énergies ici elles circulent en rond. C'est normal, hein, les murs ça tourne, on se sent extrêmement bien. D'ailleurs, il y a des gens qui, en rentrant dans la tanière, ne se sentent pas bien du tout. J'ai déjà remarqué. Et c'est vraiment cette histoire d'énergie qui tourne à l'intérieur. C'est pas carré, il y a aucun angle, en fait. Tout est arrondi. Et donc, on s'est dit, bah, soyons fous, restons-y encore un petit peu. Et donc, on est resté finalement de novembre à, aussi, hein, pratiquement jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et là a été le grand débat de qu'est-ce qu'on fait. Bon, c'est bien beau, mais on peut pas garder 2 maisons, ça n'a aucun intérêt. On a envisagé toutes les situations possibles et imaginables. On garde le Fenil, on transforme le Fenil, on loue le Fenil, on refait des travaux au Fenil pour faire 2 habitats qu'on loue, on transforme le Fenil en tiers-lieu. Oui, non, non, oui. On a loué la tanière pendant l'été en Airbnb pour voir si ça marchait. Ça marchait. Par contre, j'ai détesté savoir qu'il y avait des gens dans cette tanière. J'ai très mal vécu ça et donc en septembre, j'ai dit c'est stop, je veux plus personne dans la maison. Voilà. Et puis, on s'est dit, ok, vendons alors le Fenil. Là aussi, on a tout un parcours très rigolo. L'univers s'en est vraiment mêlé parce que on a eu une signature de compromis et juste avant la signature de l'acte, les personnes se sont rétractées, ce qui est extrêmement rare. Et elles se sont rétractées le jour où on s'est rendu compte qu'on avait un dégât des eaux dans la tanière. Dégât des eaux qui nous a coûté de nouveau plusieurs mois de travaux, 60 000 € qui ont été remboursés par les assurances, heureusement. En gros, c'était un raccord du lave-vaisselle qui n'était pas bien vissé et pendant des mois et des mois, ça a coulé, sauf que c'est une maison en bois, remplie d'isolant, cagette par cagette. De la laine, pas de la laine de verre, c'est du papier, en fait. J'ai oublié le nom. On projette ça dans les murs et on le met aussi dans les sols. Donc, on a dû tout défaire. Toute la salle de bain, toute la cuisine, tout le sol. On a dû tout nettoyer, cagette par cagette, réparer tout ce qui avait été mouillé, re-remplir, refermer. Enfin, ça a été un truc de dingue. Et en fait, heureusement que les gens n'avaient pas signé l'acte, sinon on se serait retrouvé sans maison.
Parce que Ouais. le jour où ils étaient censés emménager dans le Fenil, on était toujours dans la fin des travaux de la tanière. Et donc, en fait, le Fenil nous a protégés jusqu'au bout. Mm. Vraiment la sensation que j'ai eue dans notre processus, il nous a accompagnés jusqu'au moment où on était prêt à quitter. Et quand on a emménagé définitivement à la tanière, la maison s'est vendue. Et le plus rigolo, c'est que la maison, donc le Fenil, il avait le numéro 55, donc 5 plus 5, 10. En numérologie, ça représente donc le numéro 1, le chiffre 1. Et c'est là que tout a démarré. C'est là qu'on Mm. a fait toutes nos activités, c'est là qu'on a commencé nos projets immobiliers, c'est là que toute mon activité de home organizing s'est déployée, c'est là que Salomé est née, elle est née dans la maison au Fenil. Donc tout ça, c'était vraiment très fort l'énergie du 1. Et la tanière ici, c'est 50, donc c'est 5. Et le 5, c'est la liberté, le mouvement, le voyage, l'aventure, sortir des sentiers battus. Et quand on a emménagé à la tanière, on a emménagé en juin. En septembre, on est parti pour notre voyage au bout du monde. Et donc, c'est comme si cette maison nous avait en fait ouvert un champ des possibles qui n'était pas envisageable avec le Fenil parce qu'on devait rembourser trop de crédits, parce que cette maison inhabitée pendant 6 mois, c'est le carnage, hein. C'est des maisons qui sont vite humides, c'est des maisons qui demandent Mm. en fait, à être Ouais, c'est ça. entretenues beaucoup plus souvent. Ça nous aurait coûté un bras de la laisser en fait comme ça sans rien. Et puis surtout, on a récupéré une plus-value énorme sur le Fenil qui nous a permis de rembourser tous nos crédits. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a emménagé dans la tanière définitivement, on s'est libéré, on a enfin atteint cette fameuse liberté financière. C'était l'été 2024, l'été de mes 40 ans. Bon, Thibaut en avait 43, donc lui, il a 3 ans d'écart par rapport à ce qu'il avait. Moi, j'étais dans mon année de 40 ans vraiment. Et en septembre, on est parti en voyage au bout du monde. Donc tout ça a été tout un processus qui n'aurait pas pu se faire si je n'avais pas déjà 15 ans avant revu complètement mon rapport aux objets, à l'argent, inévitablement, hein, et à l'habitat. Pour moi, la maison, elle doit servir l'humain, mais pas l'inverse. On n'est pas asservi à nos maisons. Et moi, je sentais vraiment sur la fin, pourtant cette maison, mon Dieu, j'ai encore du mal aujourd'hui, hein, je ne passe plus devant la maison, tout tellement c'est un deuil pour moi d'avoir quitté cette maison, mais je me sentais de plus en plus asservie par la maison, en termes d'entretien, de frais. Elle nous obligeait à maintenir un niveau de vie qu'on ne voulait plus. On voulait pouvoir Mm. lâcher prise, on voulait travailler moins, on voulait pouvoir ralentir le rythme, on voulait pouvoir voyager plus souvent, on voulait que notre argent ne soit plus mis exclusivement dans la gestion de la maison, mais aussi dans d'autres projets. Mm. Et finalement, avec le recul, ce qu'on est parvenu à faire aujourd'hui. Donc voilà. Ouais. Ouais, et ça me fait penser à vraiment comme le home organizing, se délester et vivre des insécurités et des choix pas faciles, mais pour pouvoir ouvrir un champ vide devant nous, mais de possible. Et ça, c'est très difficile, je trouve, de sauter dans le vide finalement. Exactement. Et c'est bien que tu le dises parce que moi, je sais ce que j'ai vécu et c'est encore très frais dans ma tête. Donc, Mm. j'ai toujours un peu l'impression que tout le monde sait. Mais non, bien sûr que les gens ne savent pas, surtout s'ils rentrent sur un podcast comme ça et qu'ils entendent juste cette partie, c'est-à-dire le fabuleux destin. C'est comme ça qu'on a appelé le destin d'Élodie Thibault Co. C'est très beau, c'est une très belle histoire. Mais je peux vous dire que si on me demandait de refaire marche arrière, je ne voudrais plus le faire, hein, parce que Ah. on a vraiment vécu des périodes extrêmement difficiles. Moi, j'ai été très très loin. Tu parlais tout à l'heure du système nerveux. Moi, je sais que j'ai fait un craquage complet de mon système nerveux après tout cet épisode. J'ai été très mal pendant une bonne année. Ça ressemblait très fort à un burn-out, mais aussi à un état dépressif assez sévère. Donc, ça n'a pas été simple de me relever de tout ça. Physiquement, j'ai trinqué, mais de manière incroyable. Donc là, j'ai pratiquement une année de traitement avec de la médecine fonctionnelle pour rééquilibrer tout mon système intestinal, digestif. Voilà, on sait que c'est le deuxième cerveau, l'intestin, mais vraiment, mon corps était complètement détraqué en fait par le rythme, le stress, la gestion quotidienne, les hauts et les bas. Moi, j'étais à un niveau de taux de cortisol qui était explosif. Donc mon corps était vraiment en train de lâcher et tout ça, c'est clairement la conséquence de m'être mis à un moment donné purement en difficulté, de nous être mis, hein, parce que je suis pas toute seule. Ça aussi, le faire pour soi, c'est une chose, mais le faire pour toute une famille derrière. Et puis ça a entraîné aussi pas mal de complications dans notre couple, bien sûr. Quand on est comme ça tout le temps sous pression, tout le temps inquiet, tout le temps stressé, on a eu des grosses périodes de doute au niveau financier où on a vraiment été la corde au cou parce que tout ça ne se fait pas en un jour. Alors on a revendu progressivement. Les 3/4 de notre immobilier étaient revendus avant notre voyage. On a terminé le processus ici maintenant en revenant. Mais tout ça, c'est brasser des centaines de milliers d'euros. Il faut pas se louper, quoi. C'est hyper stressant. Ça nous a demandé beaucoup de travail aussi de gestion et de suivi. Et alors des nuits blanches et des nuits blanches à nous demander si on avait fait les bons choix, si on n'était pas en train de se mettre en difficulté. Alors évidemment maintenant on a le recul, c'est facile de l'expliquer. Ouais.
Mais quand on était dedans, d'ailleurs, j'ai pas parlé de tout ça à ce moment-là parce que franchement, je me suis demandé si on n'avait pas fait n'importe quoi, hein. Donc il y a aussi toute cette part-là de l'histoire qui existe. C'est parce Mm. que on n'est pas là pour bousiller le moral des gens. Mm. Donc, bien sûr qu'on parle toujours de ce qui est positif et je n'ai aucun regret. Ça, c'est important de le dire, je n'ai aucun Mm. regret. Mais punaise, j'y ai laissé des plumes quand même. Et ces Mm. plumes, je les retrouverai certainement jamais. Quand je vois mes capacités aujourd'hui intellectuelles par rapport à avant, mon niveau de fatigue qui arrive beaucoup plus vite, un découragement beaucoup plus profond aussi dès que je suis face à des difficultés. Et alors, le fait qu'on a de nouveaux projets qui se dessinent, mais je ne les aborde plus du tout comme avant. Je les aborde Non. vraiment avec beaucoup de vigilance, beaucoup plus de patience. Voilà, il y a des trucs qu'on a fait qu'on ne refera pas, et il y a des choses qu'on a fait et qu'on fera autrement pour s'éviter de revivre des situations compliquées comme on a pu le vivre. Donc ça fait aussi partie du processus, en effet. Ouais. Euh, voilà. Il y a beaucoup d'audace, en tout cas, de votre part à tous les deux, mais c'est vrai que ça doit pas mal chahuter. Et qu'est-ce qui t'a aidé justement à retrouver une sécurité ou en tout cas à te sentir mieux après cette période Alors, dans mon cas, ça a été de partir. en Euh, voyage? En voyage. En fait, c'était devenu, comment dire, presque ma méthode de survie, hein. Donc, moi, Ok. je suis partie en voyage en septembre 2024 dans une situation physique catastrophique, hein. D'ailleurs, je me dis souvent, je partais en me disant, ça passe ou ça casse, en fait. Tu as deux options. Soit tu pars, c'est la catastrophe, vous revenez dans 2 mois parce que tu es au bout de ta vie et que tu as vraiment besoin d'une aide. Soit bon, c'est ce qui s'est passé. Le fait de partir te permet de couper une bonne fois avec cette situation de laquelle tu n'arrives plus à t'extraire en restant dedans, en fait, hein. Mhm. Et tu reviens rechargé à bloc. Bon, c'est ça qui s'est passé. C'est pour ça qu'on a mis 5 mois. On s'était dit, on n'a pas loué la tanière. On s'est dit, on va peut-être rentrer dans 2 semaines. On va peut-être revenir dans un Ouais. mois, revenir dans un an. On n'avait pas de date de retour. D'ailleurs, on avait réservé que la première semaine sur Moorea, en Polynésie. Et tout le reste, on l'a fait au fur et à mesure. Vraiment dans le but de nous laisser vivre cette expérience. Et en sachant que j'étais physiquement vraiment pas bien, avec des grosses crises qui m'avaient emmené à l'hôpital plusieurs fois au niveau de mes intestins. On parlait d'intestin, de côlon irritable, etc. Enfin voilà. En attendant, c'était très handicapant. Donc j'avais très Mhm. peur des heures de vol parce que ça se déclenche, l'inflammation se déclenche beaucoup quand on est en altitude. Enfin, voilà. Et donc, au final, partir m'a aidé, comme beaucoup de gens, à prendre du recul sur ma vie. Ça m'a permis de ne plus être dans une surcharge de travail parce qu'on n'a pas réellement travaillé pendant cette période-là. On a géré des choses à distance, mais c'était vraiment léger. Du coup, de faire le point aussi, hein, sur Ouais. mais qu'est-ce que tu viens de vivre, en fait, de quoi tu sors, qu'est-ce que tu veux en rentrant. Grande question qui s'est posée plutôt après le retour que pendant le voyage. Et puis, de retrouver du temps avec les enfants, de retrouver du temps à deux. Voilà, on était vraiment au bord de la rupture avant de partir en voyage, hein. On s'est dit d'ailleurs, au pire, on vivra un beau voyage tous les 6 avant de se séparer. On en était là. Ah oui, oui, d'accord. Ouais, tant mieux, ça nous fera un super souvenir ensemble avant une séparation. Donc, ça a vraiment été voilà, c'est Salvatore. Je me souviens quand Thibaut a dit, ça faisait déjà des années que moi je parlais de voyage, j'arrêtais pas de dire, là ça devient vraiment urgent, là je pense que vraiment c'est nécessaire, je vais pas tenir, etc. Et un soir après une xème crise, Thibaut a réuni les enfants, je m'y attendais pas, il a dit, bon la maman ça va plus du tout. Là, on est au bord du précipice. Donc voilà, moi je vais à un moment donné prendre la décision pour le bien-être de tout le monde de partir. On partira en septembre, c'était au mois de mai, hein, parce que j'ai des choses à gérer avant. Il savait qu'il devait encore gérer des choses immobilières. Est-ce que vous êtes d'accord de partir en septembre et de vivre votre année scolaire en pointillé? C'est ça ou là on va la perdre définitivement. Et Ouais. ils ont tous dit oui, oui, oui. Salomé, oui, évidemment, elle c'était facile. Mais les 3 grands, on leur a vraiment demandé leur avis et on s'est tapé dans la main, on a dit ok c'est bon. Le lendemain on a été chercher une grande carte et on a dit vous voulez aller où? Et c'est comme ça que le projet a démarré et moi j'ai senti qu'à partir de cette discussion, il y avait vraiment un poids qui se levait, qu'il y avait un voile en fait qui partait, il y avait de l'espoir qui renaissait, ça y est, j'allais pouvoir vivre tout ce que j'avais fait jusque-là n'avait pas été vain puisque c'était pour nous mener à ce voyage. On n'aurait pas Ouais. pu le faire sans avoir vendu tout notre immobilier parce qu'un voyage comme ça à 6 dans des Ouais. zones aussi éloignées et voilà, en plus nous on a choisi vraiment des destinations
précise. On savait que le niveau de vie était pas plus bas que chez nous. Enfin voilà, donc ça nous a coûté un bras. Et ce bras, bah, on avait besoin de le mettre de côté. C'est ce que Thibaut a fait de mai à septembre, en fait. Hein. Il a géré tout ce qu'il fallait pour pouvoir avoir une somme suffisante sur notre compte pour pouvoir partir. Et voilà, on a grillé les 3/4 de nos économies en quelques mois. Aucun regret, on le referait volontiers. Mais ça a été vraiment salvateur. Quand je suis revenue, j'avais de nouveau foi en l'humanité. Alors, perdre foi en l'humanité, c'est vraiment un truc qui te bousille le moral, mais j'avais retrouvé foi en l'être humain. Ça m'a vraiment frappé, ça, de me dire, il y a énormément de gens bons, de gens bien, il y a énormément de belles initiatives. Le monde, dans plein de zones, va très bien. La biodiversité est magnifique, la nature est partout, l'abondance est visible. J'avais pris beaucoup de recul aussi par rapport à nos difficultés, qui sont en fait des difficultés de gens riches, hein, disons les choses concrètement. Enfin, je veux dire, la majorité des gens ne se poseraient même pas ces questions-là. Et moi, j'en étais à en avoir fait un problème. Et donc, il a vraiment fallu que je sorte de ça aussi, de me dire, mais en fait, tu as une chance de fou de pouvoir vivre tout ça, de pouvoir voyager. On a terminé par un pays d'Afrique qui s'appelle la Tanzanie. Et les Tanzaniens nous disaient, nous, on peut pas quitter notre pays. Vous pouvez venir chez nous, mais nous, on peut pas quitter la Tanzanie et aller en Europe. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc en plus, on a une chance de fou d'être né de ce côté-là du continent, du monde. C'est le hasard, c'est pas moi qui l'ai choisi. Enfin, il y a une part de destin là-dedans, et peut-être que dans d'autres incarnations, j'ai aussi vécu dans ces pays, surtout l'Afrique qui me parle toujours beaucoup. Mais de me dire, mais oui, c'est vrai, punaise, on a une chance de fou. Alors, mais de quoi on se plaint, quoi? Et je suis vraiment revenue avec cet état d'esprit-là. En me disant, par contre, je veux plus revenir en arrière. Donc pour moi, c'était clair, je ne redémarrerai pas ma vie comme avant. Je ne me relancerai plus à ce rythme-là, et je n'ai jamais repris le rythme d'avant. Et d'ailleurs, beaucoup de gens m'ont dit, t'es plus la même, t'as plus la même énergie, tu vibres plus la même chose. Et j'adore quand on me dit ça, parce que ça confirme ce que je ressens à l'intérieur de moi. Effectivement, on est là-dedans. Ouais. Et ce voyage, ça a été un deuxième moment clé, comme tu dis, en lien avec ta spiritualité. Est-ce que tu veux bien expliquer justement cette spiritualité dans ta vie? Tu en as déjà un peu parlé. Oui. Alors je pense que comme beaucoup, la spiritualité, elle est très fort liée à notre enfance. Hein. Si on remonte un peu chacun dans notre histoire, on a tous une petite anecdote, une histoire à raconter par rapport à ça. Bon, moi, j'en ai beaucoup. Je viens d'une famille de 6 enfants, et j'étais très proche de mon frère quand on était jeune. Et mon frère était un grand spirituel aussi. Et donc, on faisait déjà toutes sortes de jeux. On jouait avec les entités. Je vivais dans une très vieille maison dans laquelle il y avait plein d'entités. Donc, il y avait déjà cette histoire familiale qui était là. Mais bon, tout ça s'était refermé progressivement. J'ai eu une deuxième prise de conscience, on va dire, et un nouveau contact avec la spiritualité au moment du home organizing. Pourquoi? Parce qu'en rentrant dans les maisons pour désencombrer, je sentais qu'il y avait des choses qui bloquaient, qui n'étaient pas matérielles, mais qui étaient plutôt énergétiques. Une anecdote comme ça, je me souviens d'être rentrée dans une maison, je me suis sentie extrêmement mal, mais dès l'arrivée sur le parking, la dame me demande en fait de l'aider à désencombrer sa maison parce qu'elle a développé un cancer au niveau du genou, si je me souviens bien. Et elle me dit dans la première partie, donc l'échange du départ, qu'elle se sent extrêmement mal dans cette maison, qu'elle n'arrête pas de le dire à son mari, qu'il la prend pour une folle quand elle dit ça, et qu'elle est convaincue que ses problèmes de santé sont liés à cet endroit. Et moi, tout de suite, je dis oui, je n'ai aucun doute là-dessus. Je soutiens complètement votre état d'esprit. Je me sens extrêmement mal dans cette maison. Et en fait, en sortant, je me rends compte, je ne l'avais pas vu en arrivant parce que j'étais arrivée par une autre entrée, qu'il y a un énorme pilier électrique qui se trouve juste derrière la maison, et qui, en fait, au niveau électrique, était extrêmement mauvais pour la maison. Ils étaient comme dans dans un vivier électrique extrêmement mauvais pour le corps. Or, le corps est rempli d'électricité. Et donc, c'était vraiment un déséquilibre. Et là, je me suis dit, waouh, je l'ai senti tout de suite. J'ai pas eu besoin de voir ce truc. Pour me rendre compte de ça. Par exemple, je devinais aussi quand il y avait eu des enfants morts dans les maisons. Avant même de rentrer dans les souvenirs des gens, je savais qu'il y avait un enfant mort, né ou jeune dans cette famille. Et je le savais parce qu'à un moment donné, je posais la question aux gens, ils me disaient, mais oh tiens, c'est étonnant que tu me parles de ça, parce qu'effectivement, j'ai perdu un fils il y a quelques années, etc., entre tel et tel enfant. Je me disais, mais c'est dingue, voilà. Ça, c'était vraiment mon deuxième contact. Mon troisième contact, c'est la naissance des enfants. J'ai eu des prémonitions. Par exemple, après 1 an de relation avec Thibaut, je lui ai écrit qu'on aurait des jumeaux pour commencer. Ah oui. Ouais. J'ai la preuve parce que je faisais des collages, comme je le fais encore aujourd'hui d'ailleurs.
je faisais des collages et je lui écrivais des tas de petits mots et j'avais 16 ans, hein, donc on imagine des petits jeunes qui font ça. Et la dernière image pour nos 1 an, c'était je t'aime, je suis tellement heureuse de vivre d'avoir vécu cette année avec toi. Qu'est-ce que tu dirais de commencer notre vie plus tard avec des jumeaux? Et c'était 2 bébés mis sur l'image. Donc voilà, ça c'est aussi des trucs. Moi, ma maternité me ramène énormément à la spiritualité, c'est certain. Le fait de porter la vie, le fait de donner naissance, c'est très très fort. Le fait d'avoir, par exemple, senti que Capucine faisait un arrêt respiratoire et d'être montée en courant dans la chambre, alors qu'il y avait pas de signe avant-coureur, ça c'est vraiment un message qui m'est venu d'ailleurs. Ce n'était pas, voilà, je l'ai réanimée et je l'ai portée aux urgences. Et en fait, elle avait une bronchopneumonie viro-induite. Elle est restée 1 semaine dans le coma, etc. Donc il y a eu quelque chose de très lourd derrière, et je l'ai senti. Ça a été vraiment, oh, lève-toi, va la chercher, quoi. Je l'ai entendu. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. J'ai régulièrement fait des pactes dans ma vie avec mes guides en disant si vous sauvez ma fille, je vous promets de faire ceci, je vous promets de faire cela. Donc voilà, ça aussi, j'ai des engagements comme ça spirituels forts. Et puis à la naissance de Salomé, j'avais envie de vivre une naissance naturelle, donc j'ai mené mon projet de naissance jusque-là. Elle est née effectivement à la maison, avec l'aide de 2 sages-femmes, hein, donc qui étaient spécialisées dans les accouchements à domicile. Et au moment de sa naissance, j'ai senti, mais c'était vraiment physique, un canal s'ouvrir au-dessus de ma tête. Je l'ai senti, je l'ai vu, enfin, je l'ai vu dans ma tête, hein, et surtout, j'ai perçu que des informations découlaient de ce canal et m'arrivaient. Alors, je voyais des gens, j'entendais des mots, j'ai entendu mon père, qui est mort il y a des années, ma grand-mère me parler, me dire tout va bien, on est là, on est à côté de toi, etc. Elle va arriver, ça y est, etc. Et enfin, voilà. Et en fait, ce canal, ça a été une expérience un peu incroyable. J'ai vraiment vécu ça et je l'ai conscientisé au moment où je le vivais, hein. Et puis quand elle est née, je me suis dit: «Je le referme plus, c'est fini». J'ai trop longtemps, occulté, fermé, voilà, Salomé sera, l'origine, de l'ouverture de ce canal et ça restera. Et d'ailleurs, j'ai très, très bien vécu les années qui ont suivi. C'est comme si j'avais été portée dans un flot énergétique extrêmement positif. C'est là que toutes mes activités se sont, déployées. C'est les années où on a le plus gagné, on a pu investir pour atteindre la liberté financière. J'ai vraiment eu une forme de soutien du monde invisible dans ce processus de vie. Et donc, il m'a fallu 7 ans quand même pour trouver comment utiliser ces informations. C'est très bien, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les utilise que pour moi? Est-ce que je transmets à d'autres? Est-ce que je le fais à travers des outils? Quels outils? Parce que moi, je suis lion ascendant vierge, donc j'ai besoin d'avoir quelque chose de matériel dans la matière, de quelque chose de très terre à terre, pour pouvoir traduire en fait les messages que je reçois. Et il y a eu toutes sortes de formations, hein. J'ai fait des formations en Reiki, j'ai fait des formations en soins, en guérison des gens et des maisons. Je me suis connectée à la communication animale, et puis j'ai découvert les oracles, et puis l'écriture automatique, et puis le tarot est arrivé dans ma vie. Et le tarot a vraiment été l'outil qui m'a fait dire là, là c'est bon, tu as ce qu'il te faut. Arrête de tourner autour. Et c'était marrant parce que la formatrice qui m'a formée, et qui est aussi une amie, m'a dit au bout de 2 jours, je n'ai plus rien à t'apprendre. D'ailleurs, si demain j'ai besoin de quelqu'un pour me tirer les cartes, c'est toi que je vais voir. Tu connais le tarot. Et c'était vraiment un truc que j'ai ressenti quand je l'ai pris la première fois dans ma main. Je savais, je connaissais les cartes alors que je ne les avais jamais étudiées, que je ne savais pas la structure du tarot. C'était quelque chose que j'avais certainement téléchargé, soit dans une autre vie, ou soit à ce moment-là, parce qu'on peut télécharger vraiment du savoir, hein. C'est un peu comme s'il y avait des nuages d'informations qui passaient au-dessus de nos têtes. D'ailleurs, on sait historiquement que certaines personnes ont capté les mêmes informations au même moment à 2 endroits différents de la planète. On peut le voir par exemple au niveau. Ah zut. Attends, j'ai un appel. Est-ce que tu es toujours là? Oui. Tu m'entends? Ça y est. Voilà, je sais pas pourquoi quand ça fait un appel, ça coupe. Attends, je vais mettre mon téléphone en mode avion pour ne plus que ça arrive. Voilà. Donc voilà, c'est tout ça qui m'a progressivement amené à me dire ok, je fais quelque chose, et j'avais encore besoin d'une approbation, on peut dire ça comme ça. La dernière étape de mon processus d'ouverture à la spiritualité a été le voyage, puisqu'on a commencé par la Polynésie et Moorea, qui est l'île sœur de Tahiti. Moorea étant d'après les chamans du coin, alors on ne dit pas des chamans, j'ai oublié le nom qu'on dit, c'est pas des Théouras, j'ai oublié ce terme, peu importe. Il nous explique que Moorea est l'île du féminin sacré, hein, c'est-à-dire qu'il y aurait, selon certaines études, un point précis sur la planète des Taoua. Voilà, les Taoua, c'est les chamans polynésiens, et Moorea serait le point parfait du féminin sacré.
et moi, ma spiritualité est très liée à mon féminin sacré. On l'a compris avec la maternité, la naissance, etc. Et j'ai rencontré sur place un Taoua qui s'appelle Taniera. Donc c'est très drôle parce que Taniera, on habite dans une tanière. Déjà, je trouvais ça étrange. Puis Taniera veut dire Daniel. Daniel qui est le prénom de la mère de Thibaut. Enfin, il y avait plein de points communs comme ça, qui est un tatoueur qui n'a jamais quitté Mouréa parce qu'il a une peur folle de l'avion. Donc si vous voulez le rencontrer, il faut aller jusque-là. Qui m'a en fait tatoué le dos juste avant de partir sur Hawaï et qui m'a transmis pendant parce qu'on a eu tout un échange avant, pendant et après le tatouage, donc c'est beaucoup plus qu'un tatouage, c'était vraiment une transmission, hein. Et il m'a dit je te transmets une partie de mon savoir. Aujourd'hui, on se rend compte, nous, Taoua de Polynésie, que nos dons et notre pouvoir, notre contact avec la spiritualité est en train de se transmettre aux femmes. Alors certains Taoua de l'île n'apprécient pas cette idée-là parce qu'ils ont l'impression qu'on les dépossède d'un savoir et d'un pouvoir au comment dire, à l'avantage des femmes. Et il dit, moi, je suis convaincue que c'est les femmes qui vont se soulever, c'est cette nouvelle ère du féminin, du yin, de la douceur qui va prendre le pas, le patriarcat. On le voit maintenant avec ce qui se passe, entre autres avec Trump, qui est quand même l'exemple parfait voilà. Du yang, mais du yang côté obscur, bien sûr. Et donc il dit, donc moi je participe à ce processus en te transmettant à travers ce tatouage. D'ailleurs ce tatouage a une forme d'aile. Il m'a dit, vas-y, je te donne, je te pousse en avant. Vois ce tatouage tous les jours quand tu te laves en te disant, il m'a poussé à y aller. Et donc ça a été ouais, très très fort. Vraiment comme, vas-y, tu peux le faire. Ça m'a beaucoup marqué. Et ben bien sûr, évidemment, la suite du voyage a joué, hein. L'Australie est une terre spirituellement extrêmement intéressante avec les peuples premiers qui habitent là-bas et toute la culture aborigène extrêmement puissante. J'ai été dans des endroits où je me suis sentie complètement, comment dire, ailleurs, hein. Je pense à un endroit en particulier où même les enfants me disaient, maman, reviens, t'es où? J'étais portée par les énergies du lieu. Beaucoup en Thaïlande aussi, alors avec une autre culture, hein, c'est la culture asiatique. Mais voilà, la Thaïlande, c'est le seul pays qui mêle le bouddhisme et l'hindouisme. J'avais déjà découvert l'hindouisme avec l'île Maurice. Là, je découvrais le bouddhisme et l'hindouisme. Donc, un Bouddha à côté d'un Ganesh, j'avais jamais vu. Je trouvais ça fascinant. On a visité des tas de temples, de lieux, donc qui spirituellement vibrent très fort. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai entraîné les enfants avec moi là-dedans. Et puis, on a terminé par l'Afrique, qui est quand même le berceau de l'humanité, avec lequel j'ai un rapport très particulier. Pour moi, l'Afrique, c'est le centre du monde. En fait, c'est bizarre. Je l'ai toujours senti comme ça. J'ai déjà voyagé plusieurs fois là sur ce continent. Et toutes ces cultures, ces religions, ces croyances, ces rapports à la spiritualité. En Afrique, c'est beaucoup plus animiste. On a des sorciers, en fait, hein, qui sont là pour guérir les gens du village, les guérisseurs. Et en fait, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est nous qui sommes ici complètement coupés de toute cette part voilà, de spiritualité. Et j'ai le droit aujourd'hui de tenter à ma manière, avec mes propres outils, avec ce que je suis, de transmettre et d'aider et de guérir, parce que je suis convaincue que mes guidants spirituels sont en fait des soins de guérison qui se font à distance, mais avec des outils, avec une structure. Je pense que c'est ça qui me différencie d'autres, mais chacun va chercher ce dont il a besoin. Mais les gens terre à terre peuvent se laisser emporter quand même, parce que je me raccroche à une structure et que voilà, donc j'utilise de l'astrologie, j'utilise de la numérologie, j'utilise la tarologie, les runes divinatoires, le pendule, et puis bien sûr les oracles et les messages de lumière, etc. Et tout ça compose ma méthode. J'ai créé une méthode en home organizing à l'époque, hein, qui a été éditée, qui m'a permis de former des gens à la méthode. Et bien, même chose aujourd'hui, mais avec ce nouveau pan de ma vie qui s'est vraiment ouvert après le voyage, qui est la méthode YAM pour You Are Magic. Parce que je pense qu'on est tous beaucoup plus magiques que ce qu'on imagine. Et c'est dommage, en fait, de ne pas utiliser cette magie dans son quotidien. J'en suis vraiment la preuve vivante parce qu'on a commencé l'entretien en parlant de l'étoile. J'ai dit que moi, j'étais toujours convaincue d'avoir cette bonne étoile et que je pouvais vraiment demander de l'aide. Et en fait, force est de constater, 20 ans plus tard, puisque j'ai démarré mon activité professionnelle il y a 20 ans, que cette bonne étoile ne m'a jamais lâchée et m'a entraînée plus loin que ce que j'aurais pu imaginer. Ça, c'est magique. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme petit outil pour utiliser cette magie au quotidien?
Ah, alors le premier outil qu'on a tous à notre disposition, c'est l'intuition. L'intuition, ça vient pas de la tête, hein. C'est ça qui est difficile parce qu'on vit quand même dans des sociétés où tout est très raisonné, raisonnable, mentalisé, réfléchi, intellectualisé et c'est une intellectuelle qui vous le dit, donc moi mon cerveau il fonctionne à du 100 à l'heure. J'ai découvert, plus tard dans mon parcours que j'avais certainement ce qu'on appelle un haut potentiel, un multipotentiel, un cerveau en arborescence et cetera, donc ça a été tout un travail pour moi aussi de me couper de ça, parce que c'est avantageux, on s'en sert bien sûr, quand il faut faire un business plan, quand il faut développer une stratégie, quand il faut faire un plan de communication, quand il faut investir intelligemment son argent, tout ça va beaucoup passer à un moment donné par un travail intellectuel, mais avant ça, il y a une connexion à notre âme, hein, voilà, on peut pas le dire autrement, à cette énergie qui est en nous et qui est beaucoup plus que notre corps, beaucoup plus puissant, qui a une vie beaucoup plus longue, qui a plusieurs incarnations, qui nous souffle à l'oreille en fait ce qui est juste pour nous. Et ça, c'est l'intuition. Alors l'intuition, elle s'exprime de différentes manières. Il y a des gens qui vont entendre un mot ou qui vont tiquer sur une chanson ou sur quelque chose, une conversation qu'ils entendent et qui vont vraiment avoir cette sensation, alors que celui d'à côté va entendre la même chose et ne va pas du tout avoir de réaction, mais on va vraiment avoir l'impression qu'on est en train de nous parler. Ça, c'est l'intuition qui nous dit écoute. On peut aussi avoir, ça c'est ce qu'on appelle la claire audience, donc c'est plutôt au niveau de l'ouïe. Enfin, c'est pas vraiment l'ouïe, vous l'avez compris, mais c'est là, c'est à ça que ça se raccroche. Il y a la clairsentience, donc c'est plutôt des ressentis, ça peut être des ressentis physiques, par exemple une boule au ventre quand on entend quelque chose, quand on croise quelqu'un, un mal de tête après avoir passé du temps avec quelqu'un aussi, ça c'est souvent mauvais signe, les migraines, une douleur quelque part, une blessure. C'est marrant parce qu'aujourd'hui Thibaut il vit avec moi depuis 25 ans. Ça fait 25 ans qu'on est en couple. C'est sûr qu'il réagit aussi à ça. Il y a quelques jours, il s'est fait mal au pouce. Il a voulu aller nettoyer la voiture. Il a dû changer 3 fois de truc parce que la mousse ne venait pas et puis l'eau ne venait pas. Et puis voilà. Il y avait eu que des problèmes. Il m'a dit, je ne sais pas comment je dois interpréter ça, mais ça a été vraiment la journée de n'a pas arrêté toute la journée de dire stop, stop, stop. Donc voilà. Mais rien que le fait d'avoir conscientisé ça à la fin de la journée, en fait, son travail était fait. Son intuition avait parlé, avait attiré son attention sur le fait qu'il y avait peut-être des choses qui n'allaient pas dans son énergie. Ça peut être aussi la claire voyance, donc voir une image, voir un mot, croiser quelqu'un qu'on n'avait plus croisé depuis longtemps, avoir une image dans sa tête, faire un rêve, tout ça, c'est plutôt la clairvoyance. On peut aussi recevoir des messages par ce biais. Donc, je dirais que aujourd'hui, en tout cas, je l'ai toujours plus ou moins fait, mais maintenant je le fais vraiment de manière consciente. Quand j'ai une décision à prendre, je me base sur mon intuition. C'est pour moi le premier baromètre. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Alors, moi, bien sûr, je vais utiliser mon tarot. Hier, je me suis fait un auto-tirage, grosse coupure d'électricité dans la rue. On était censé avoir été prévenu, on n'a jamais reçu de courrier. Donc évidemment, je dois annuler tous mes rendez-vous, mes guidances, etc. de la journée. Il y a quelques années, j'aurais râlé, ou j'aurais bougé, j'aurais essayé d'aller quelque part où il y avait du réseau, d'internet, d'électricité, du chauffage, parce qu'on n'est quand même pas grand-chose sans électricité, on se l'a encore dit hier. Et là, je me suis dit, ben non, en fait, voilà, coupure d'électricité, aucun moyen de savoir quand ça va revenir, mon internet saute toutes les 3 minutes, mon bureau est froid, je vais rester dans la tanière parce qu'il fait plus chaud dans cet endroit-là et je vais prendre du temps pour moi. Et en fait, j'ai fait un tableau de visualisation, je me suis fait un auto-tirage de cartes et j'ai écrit une longue lettre. Et je me suis dit, ben voilà, si j'avais pas eu la conscience de me dire, il y a ton intuition qui te souffle qu'aujourd'hui tu dois te poser, ben tout ce travail que j'ai fait hier, enfin, on peut appeler ça travail ou tout ce développement personnel que j'ai fait hier, je l'aurais pas fait. Et ça, c'est vraiment mon intuition qui me l'a soufflé. Alors, on peut aussi parler à ces guides, hein, beaucoup de gens qui ont écrit sur le sujet, comme Natacha Calestrémé, qui est quand même très connue, qui a écrit son dernier livre, Vous n'êtes jamais seul, que je viens de terminer, qui est passionnant, où elle dit qu'on a en fait tous un guide principal, plusieurs guides, mais que ce guide principal, on peut trouver son prénom assez facilement avec la technique du livre, hein, vous irez voir si ça vous intéresse, mais que de manière générale, on peut contacter ces guides avec les livres, donc on prend n'importe quel livre qu'on a à notre disposition, on se laisse bien sûr guider par son ressenti, on l'ouvre à n'importe quelle page, on pose ses 2 pouces et on regarde en fait les informations qu'il y a de part et d'autre du pouce gauche et du pouce droit, soit ce sont vraiment des choses très claires, c'est assez surprenant, soit il faut lire la page pour comprendre, mais il y a un message du guide derrière qui répond à la question qu'on lui a posée. Mais ça, c'est toutes des choses des petites choses, finalement, qui n'engagent pas à grand-chose, qui ne demandent pas de grandes connaissances, qui ne demandent pas d'investissement, qui sont à notre portée, qui sont déjà la spiritualité pure et dure, et qui peuvent vraiment aider au quotidien
à prendre les bonnes décisions et à aller dans la bonne direction. De toute façon, et ça c'est vraiment l'expérience qui me l'a montré, quand on se désaligne, on reçoit des messages par centaines. Mm. Vous pouvez croire que c'est le karma comment dire, se braque sur vous. Vous pouvez croire que c'est la faute à pas de chance. Vous pouvez croire que c'est le destin qui s'acharne. Moi, je crois que c'est tout simplement les êtres de lumière qui nous Mm. montrent de manière très claire qu'on fait fausse route. Alors, on peut développer des maux physiques, on peut rencontrer de mauvaises personnes, on peut avoir des accidents, on peut avoir des problèmes financiers, on peut être ralenti dans ses procédures. Il y a toujours derrière quelque chose à comprendre. Il faut juste être ouvert à ça. Quand on est Mm. ouvert, on reçoit les informations beaucoup plus rapidement Mm. et on règle en fait les choses et on se réaligne parce que bien sûr qu'on se désaligne et que je me désalignerai encore. Euh, Mm. et je pense que c'est le challenge, le grand défi de tous les êtres humains incarnés, hein, c'est qu'on vit dans la matière. Oui. Voilà, alors on a beau se raccrocher le plus possible à son âme, communiquer avec son âme, faire tout ce qu'il faut pour être le plus proche possible Mm. de cette énergie, n'empêche que notre vie, elle se passe ici et que bien sûr, par cet effet-là, on prend des fois des mauvaises directions. Oui. Mais on peut se réaligner à tout moment. On expérimente. Et si tu avais un conseil par rapport au home organizing pour démarrer en mode la fin, pour quelqu'un qui justement se sent peut-être trop encombré dans sa tête, dans son cœur et dans sa maison. Alors, pour rester cohérent avec tout ce qu'on vient de dire avant, parce qu'on a mêlé le home organizing à Oui. la spiritualité, c'est magique, hein, parce que pour moi, c'est ça qui fait sens, hein. Tu l'avais bien compris. Je pense que la première chose qu'on peut faire, c'est se reconnecter à son habitat. C'est-à-dire, d'ailleurs, il y a un exercice que je propose dans une de mes formations en ligne, qui consiste à faire le tour de sa maison comme si on la visitait pour la première fois. J'ai oublié le nom de cette formation, mais dans mon catalogue, on la retrouve, où j'explique qu'en fait, on peut vraiment prendre un carnet et prendre un appareil photo. Bon, aujourd'hui, c'est les téléphones, hein, et on imagine qu'on visite cette maison pour la première fois dans sa vie. Ok. Donc, on la voit vraiment d'un œil extérieur. C'est pas notre maison, c'est pas nos affaires, c'est un lieu. Alors, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on ressent quand on rentre dans la maison? C'est quoi la première impression qu'on a? Est-ce que ça semble propre, lumineux, sale, encombré, accueillant, pas accueillant, petit? Quelle odeur, quelle impression, quel sentiment, quelle sensation on ressent? Ensuite, on va parcourir l'ensemble des pièces et on va faire des photos. Et ces photos, en fait, elles permettent, c'est pas moi qui le dis, c'est les photographes, hein, c'est figer un instant. Quand on regarde avec nos yeux, on est en mouvement. On ne fiche pas notre attention sur quelque chose de précis, on voit l'ensemble de la pièce. Avec une photo, on met un cadre, c'est-à-dire une limite à ce qu'on peut voir, et le fait de mettre une limite à ce qu'on peut voir fige en fait les objets, et ça nous permet d'être un peu plus attentifs. Je me souviens par exemple quand je faisais cet exercice avec mes clients, que très souvent ils se rendaient compte seulement sur base de photos qu'il y avait plein de brôles au-dessus du meuble de la cuisine, entre le plafond et le meuble de la cuisine. Alors qu'au quotidien, vu qu'ils sont, on ne voit pas plus haut. Je veux dire, on regarde souvent à hauteur de nos yeux. Ils lèvent pas beaucoup les yeux et c'était pas important pour eux ce qu'il y avait. C'était presque caché. Sauf que quand on rentre dans la maison, en fait, notre subconscient voit tout ça. Ouais. Et avec la photo, on peut le révéler. Donc ça, c'était très intéressant aussi. C'est intéressant de faire des photos. Ça peut être intéressant aussi de parcourir ces photos, de les montrer à des personnes extérieures, parce qu'on manque complètement d'objectivité sur notre propre maison, ça c'est certain. Donc on montre des photos, on dit tiens, qu'est-ce qui te frappe, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu vois, est-ce que ça semble encombré, pas encombré. Bien sûr, on peut aussi aller voir à l'intérieur des armoires, parce que dans le désencombrement, il y a toute la problématique du désordre flagrant, celui qu'on voit, hein. Il suffit de voir quand on met ses vêtements par terre, quand on a fini de prendre un bain, du désordre flagrant, il y en a tous les jours, hein. Chez moi, je pourrais faire des centaines de photos pour déculpabiliser les gens. Quand on est assis à vivre dans un petit espace avec 2 chiens, un chat, un mouton, une poule, et qu'on a les petits copains, les petites copines et tout ça qui viennent à la maison. En fait, tous les jours, il y a du désordre flagrant. Ça, c'est du désordre de vie. Alors, il devient problématique quand il est plutôt caché dans les armoires. C'est-à-dire qu'on a tendance à prendre tout ce qui traîne, à le fourrer. Mon fils, c'est l'expert pour ça. Quand je lui dis rentre ta chambre, il prend les tas de vêtements, il le fourre dans son armoire d'affaires d'école. Pas du tout logique. Et il me dit voilà, j'ai rangé. Je dis mais tu te prends vraiment pour une idiote ou quoi? T'as oublié mon métier? L'armoire, il y a tout qui tombe. Ça, c'est le désordre rampant, c'est celui qui est vraiment caché. Donc, on peut aussi photographier l'intérieur des armoires pour avoir une vision complète de l'encombrement. Après, on peut aussi, avant même pour moi, tout ce travail est essentiel. D'ailleurs, dans ma formation, dans ma séance d'initiation au home organizing, la moitié de la conférence n'est consacrée qu'à la prise de conscience
de où on vit, de comment on vit, de qui on est, de quel rapport on a avec nos objets, avant de désencombrer. Ça ne sert à rien de se lancer sans avoir fait ce travail de réflexion en amont, qui est plus un travail d'introspection. Hem et donc c'est comment je me sens dans cette maison? Est-ce qu'elle correspond à la personne que je suis? Est-ce que je serais fière de montrer cette maison à quelqu'un? Est-ce que j'ai l'impression qu'elle est à mon image ou pas du tout à mon image? Ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement perturbant. La majorité des gens ne se reconnaissent pas dans leur maison. Bah, c'est fou quand même, c'est Ouais, fou. ouais. C'est leur c'est pas pour rien qu'on a appelé notre maison la tanière. C'est notre tanière, c'est notre nid, c'est notre refuge. Cette maison ne peut pas être un refuge si quand on rentre dedans, on a l'impression d'être quelqu'un d'autre que ce qui on est. C'est ça. Voilà, on doit se sentir bien, fier et aligné avec sa maison, c'est essentiel. Donc ces questions-là, on peut se les poser aussi. On peut bien sûr rameuter les autres membres de la famille, c'est essentiel, hein, dans le processus. D'ailleurs, c'est une des conditions au home organizing, c'est que tous les membres de la famille soient au courant et participatifs. Sinon, une home organizer, déontologiquement, ne peut pas intervenir. Alors tout le monde n'est pas obligé de participer, hein, c'est pas toujours possible, techniquement parlant, avec les horaires, le travail et tout, mais il faut que tout le monde, il y ait eu une sorte de conseil de famille en amont, pour bien dire attention, il y a des choses qui vont changer, et que chacun puisse exprimer ce qu'il a à exprimer par rapport à la maison. Qu'est-ce qu'ils aiment pas, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient, c'est quoi l'objectif derrière, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on récupère quand on va revendre. Enfin, il y a vraiment moyen d'aborder plein de sujets pour motiver un peu les troupes et faire que ce travail se fasse pas toute seule, quoi, pas toute seule. Ouais. Toute seule, c'est quand même lourd et puis surtout ça tient pas la route. Voilà, c'est tout ce travail-là. De réfléchir aussi à quel temps on veut octroyer à la maison. Est-ce qu'on préfère faire appel à une home organizer, se dire pendant les vacances de Pâques, par exemple, je vais m'octroyer une semaine avec une home organizer et une semaine toute seule, je prends congé et je fais une bonne fois ce tri. Bon, c'est une option, ça coûte plus cher, ça demande un investissement différent. Moi, j'ai jamais pratiqué comme ça. J'ai plutôt tendance à dire que c'est progressif, hein. On a encombré sa maison en 10, 15, 20 ans, c'est pas en 2 semaines qu'on va tout vider. Enfin, c'est proportionnel, hein, y a rien à faire. Donc c'est proportionnel au temps qu'on a passé dans la maison et les mauvaises habitudes ne se changent pas en un jour non C'est plus. ça. Il y a quelque chose à réancrer. Donc on peut se dire aussi, ben voilà, tous les vendredis, par exemple, c'est mon jour off. Ben, le vendredi, de 14h à 16h, avant d'aller chercher les enfants, je cible un meuble, un tiroir, une étagère, une partie d'une pièce, et je fais ce processus de tout sortir, tout analyser, trier, essayer d'éliminer un maximum, et puis remettre en place ce qui est décidé, ce qu'on décide de garder. Et alors là, on rentre dans la deuxième partie de la formation, qui est plus, mais comment je fais concrètement? Fonctionne catégorie par catégorie? Est-ce que je fonctionne pièce par pièce? Tout dépend bien sûr de la réalité du terrain. Il y a des gens qui ont des maisons extrêmement bien rangées, c'est-à-dire que tout est déjà à sa place. Il y a une véritable buanderie, il y a un véritable dressing, il y a une cave dans laquelle les objets sont bien des objets qu'on utilise moins souvent. Donc, par contre, ça déborde. Là, on va fonctionner pièce par pièce. La majorité des cas, évidemment, puisqu'on se laisse dépasser par sa maison, il y a de tout partout. Et quand il y a de tout partout, là, on doit aborder la deuxième méthode, qui est plus la méthode du tri par catégorie, c'est-à-dire aujourd'hui, je fais tous les vêtements de mon fils, demain, je fais tous mes vêtements, après-demain, je fais tous les produits d'entretien, après-demain, je fais tout ce qui est lié, je sais pas moi, au foot et au vélo de mon mari, et puis etc., etc. Et donc, ça va prendre plus de temps parce que c'est un jeu de domino, hein. On va désencombrer dans une catégorie, va bien sûr libérer de la place dans un meuble, mais qui ne sera peut-être pas le meuble qui doit accueillir au final cette catégorie. C'est ça. On sait qu'on devrait plutôt remettre ça dans la buanderie, sauf que dans la buanderie, il y a encore toutes, je sais pas moi, toutes les affaires du déménagement qu'on n'a pas terminé de vider. Donc, il faut donc ça, c'est un jeu de domino qui est beaucoup plus compliqué intellectuellement à mener parce qu'on a tendance à se perdre très vite. Là, je pense que la home organizer peut vraiment être une plus-value parce qu'elle vient avec un regard extérieur, avec une méthodologie, avec une structure, avec une approche. Et donc, elle force en quelque sorte la personne à tenir sur le long terme pour aller jusqu'au bout du jeu de domino. Alors, plus on avance, plus c'est satisfaisant, hein, parce qu'au bout d'un moment, la buanderie se vide vraiment, parce qu'on a pris le temps de trier une bonne fois les dernières caisses qui restaient. Et donc, en libérant la place dans la buanderie, on a pu ranger enfin toutes les choses qui traînaient encore dans le meuble en haut. Alléluia, on a un grand meuble vide, on pensait même pas qu'on allait pouvoir un jour vider ce meuble, mais c'est parfait, c'est justement le dressing qu'il me fallait. Donc finalement, je vais peut-être pas aller acheter des tringles supplémentaires chez Ikea, je vais faire avec ce meuble-là. Et là, on rentre vraiment dans la spirale positive du home organizing, hyper satisfaisante, parce qu'on
rend compte qu'il y a plein d'espaces qu'on avait complètement occultés, mais qui sont là, qui sont déjà là, qu'il y a plein de systèmes de rangement en fait qui sont à notre portée de main avec quelques petites adaptations. On va mettre des caisses plutôt que des tringles, peu importe, ça on aménage. Mais là, il y a vraiment une joie et un plaisir de se dire ouais, c'est dingue tout ce qui est en train de m'arriver. Et là, ça devient addictif. Et c'est pour moi la came du home organizing, c'est ça. C'est à un moment donné, on est tellement content d'abord de le faire, on prend du plaisir à le faire, même si les gens ne le font pas au début, parce qu'on me dit Oui, ah c'est ça. c'était triste. Si, ça devient vraiment un plaisir. On est hyper content de soi après, donc l'accomplissement, la satisfaction, le contentement, ça c'est vraiment des sentiments qu'on ressent beaucoup plus. Et puis alors, dès qu'on ouvre l'armoire en question, on a un rappel de ah c'est quand même vachement mieux comme ça. Ah, dis maman, c'est super, depuis que t'as trié, je cherche plus mes chaussures. Oh, bah, chérie, c'est vraiment génial, le tiroir à chaussettes, c'est beaucoup mieux qu'avant. Ah, et là, on prend tous les, toutes les emplois. Et ça donne l'énergie qu'il faut pour continuer. C'est Donc, ça. le plus dur, c'est le démarrage. C'est ça. Les home organizers interviennent souvent dans les premières heures de travail, mais une fois que le mécanisme est enclenché, les gens continuent par eux-mêmes. Oui, c'est ça. Et c'est très bien, c'est ça l'idée. L'idée, c'est pas de pêcher pour les gens, mais de leur apprendre à pêcher. C'est cette image-là, mais c'est vraiment ça. La home organizer, elle apprend la méthode au client pour qu'il puisse par la suite continuer le processus, et il l'aide dans tout ce processus de prise de conscience pour éviter bien sûr que le désordre ne revienne, et le pousser à s'observer au quotidien et à pouvoir détecter quel type de comportement, entre autres au niveau de la consommation, mais pas que, il a, et comment ça interagit sur sa maison. Moi, je dis souvent en conférence qu'il faut regarder ce qu'on a dans les mains quand on sort de sa voiture. C'est encore un truc que je me dis aujourd'hui. Et puis, waouh, tout ça, je rentre dans la maison. Alors, ne plus que les courses, il suffit de voir le nombre de cartons, de plastique, j'en ai aussi, je dis pas ça pour culpabiliser, mais c'est une prise de conscience. Quand on ramène une paire de chaussures, c'est encore une paire de chaussures, plus une boîte, plus du carton, plus de la publicité, plus un plastique, plus. Et en fait, on n'arrête pas. Tous les jours, on ramène des choses. Donc, c'est évident qu'à un moment donné, il faut que ça sorte. Et ça, c'est la conférence. Là, je viens de faire la conférence en hyper rapide. Condensé. C'est la source et l'entrée. La source et la sortie, pardon. L'entrée et la sortie, c'est qu'est-ce que je fais entrer, qu'est-ce que je fais sortir. Il faut, à un moment donné, prendre conscience que ça doit s'équilibrer. Donc, on fait rentrer beaucoup moins, on fait sortir beaucoup moins. Si on fait rentrer beaucoup, on doit faire sortir beaucoup. Donc, moi, c'est un processus que je fais chaque année. Par exemple, Salomé, elle est née en septembre, à la rentrée. Je sais que son anniversaire arrive, qu'elle va recevoir des jouets. Je l'ai encore fait cette année. Je trie. Je mets un maximum de jouets à donner. Je fais de la place. Et quand les jouets arrivent, en poup, ils remplissent les caisses, mais ils ne débordent jamais des caisses. Même chose de Saint-Nicolas, Noël, voilà, il y a au moment du switch de saison, si on fait un tri dans les vêtements, voilà, avant d'aller chez Okaidi chercher des nouvelles tenues pour le printemps, je vais d'abord bien sûr sortir ce qui reste de l'année passée, réessayer, surtout dans des enfants qui grandissent, ça vaut la peine de tester, donner, faire de la place, voir ce qui manque exactement. Donc je canalise l'entrée, Du coup, mes sorties sont beaucoup plus cool. Moi, j'estime que je fais une fois par trimestre mon home organizing tour. Ça me prend une journée. Bon, la tanière est petite. Donc, une fois tous les 3 mois, toutes mes armoires sont passées en revue. Il n'y a rien qui passe à la trappe. Et en fait, grâce à ça, c'est jamais de trop. Voilà. Donc, ça devient presque une hygiène de vie, en fait, le home organizing. Ça devient le mot hygiène de vie, mais j'aime aussi beaucoup le mot mode de vie, parce qu'en fait, on rentre dans un mode de vie où on souhaite revenir plus à soi, à du temps de qualité, on a envie d'être chez soi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'être chez eux. Je n'aime que ça. Moi, d'ailleurs, je travaille chez moi, je n'aime pas travailler à l'extérieur. Je passe 99% de mon temps ici. Il arrive des fois que pendant la semaine, je prends pas ma voiture. Je me rends compte qu'elle n'a pas roulé pendant une semaine. Qui arrive encore à dire ça aujourd'hui? C'est fou, mais c'est toute une organisation qui est mise en place pour m'octroyer le plus de plage et de temps possible là où j'ai envie d'être, c'est-à-dire ici. C'est ça. Et puis, grâce à ça, la magie opère. Oui. Merci beaucoup. C'était très riche, très intéressant. Merci à toi. C'est un vrai plaisir de revenir dans tout ça. Je me rends compte en prenant le temps de rebrasser toutes ces informations qu'en fait le home organizing ne m'a jamais quitté. Je le savais. Intellectuellement, je savais. Mais là, je viens de le ressentir et c'est très agréable. Donc, merci Justine de m'avoir réveillé un peu tout ce pourquoi je me bats depuis ces années. Merci à toi.
Merci d'avoir écouté cet épisode avec Elodie Wery qui nous rappelle que notre maison peut être bien plus qu'un espace à vivre, un véritable miroir de notre corps et un outil de régulation émotionnelle. Si cet épisode t'a parlé, inspiré ou fait réfléchir sur ta relation à ta maison, à tes objets, à ton énergie, j'adorerais savoir ce que tu en retiens. Partage tes impressions, laisse-moi un commentaire sur Instagram ou Facebook, envoie-moi un message, tag-moi avec tes photos de ton coin minimaliste ou de ta maison qui te ressemble. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à Dibloom Podcast sur Instagram ou Facebook pour ne manquer aucun épisode. Tu peux aussi t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Ta maison, ton corps, ton énergie, commence à observer les signes et partage tes découvertes avec nous. À bientôt pour de nouvelles histoires.